Patrick Modiano, L'herbe des nuits. Pourtant je n'ai pas rêvé. Je me surprends quelquefois à dire cette phrase dans la rue, comme si j'entendais la voix d'un autre. Une voix blanche. Des noms me reviennent à l'esprit, certains visages, certains détails. Plus personne avec qui en parler. Il doit bien se trouver 2 ou 3 témoins encore vivants. Mais ils ont sans doute tout oublié. Et puis, on finit par se demander s'il y a eu vraiment des témoins. Non, je n'ai pas rêvé. La preuve, c'est qu'il me reste un carnet noir rempli de notes. Dans ce brouillard, j'ai besoin de mots précis et je consulte le dictionnaire. Note. Courte indication que l'on écrit pour se rappeler quelque chose. Sur les pages du carnet se succèdent des noms, des numéros de téléphone, des dates de rendez-vous, et aussi des textes courts qui ont peut-être quelque chose à voir avec la littérature. Mais dans quelle catégorie les classer? Journal intime? Fragment de mémoire? Et aussi des centaines de petites annonces recopiées et qui figuraient dans des journaux. Chien perdu, appartement meublé, demandes et offres d'emploi, voyantes. Parmi ces quantités de notes, certaines ont une résonance plus forte que les autres, surtout quand rien ne trouble le silence. Plus aucune sonnerie de téléphone depuis longtemps, et personne ne frappera à la porte. Ils doivent croire que je suis mort. Vous êtes seul, attentif, comme si vous vouliez capter des signaux de morse que vous lance de très loin un correspondant inconnu. Bien sûr, de nombreux signaux sont brouillés, et vous avez beau tendre l'oreille, ils se perdent pour toujours. Mais quelques noms se détachent avec netteté dans le silence et sur la page blanche. Dany, Paul Chastagnier, Agamuri, Duvels, Gérard Marciano, Georges, l'unique hôtel, rue du Montparnasse. Si je me souviens bien, j'étais toujours sur le qui-vive dans ce quartier. L'autre jour, je l'ai traversé par hasard. J'ai éprouvé une drôle de sensation. Non pas que le temps avait passé, mais qu'un autre moi-même, un jumeau, était là dans les parages, sans avoir vieilli, et continuait à vivre dans les moindres détails, et jusqu'à la fin des temps, ce que j'avais vécu ici pendant une période très courte. Non pas que le temps avait passé, mais qu'un autre moi-même, un jumeau, était là dans les parages, sans avoir vieilli, et continuait à vivre dans les moindres détails et jusqu'à la fin des temps, ce que j'avais vécu ici pendant une période très courte. À quoi tenait le malaise que j'avais ressenti autrefois? Était-ce à cause de ces quelques rues à l'ombre d'une gare et d'un cimetière? Elles me paraissaient brusquement anodines. Leur façade avait changé de couleur, beaucoup plus claire, rien de particulier, une zone neutre. Était-il vraiment possible qu'un double que j'avais laissé là continue à répéter chacun de mes anciens gestes, à suivre mes anciens itinéraires pour l'éternité? Non. Il ne restait plus rien de nous par ici. Le temps avait fait table rase. Le quartier était neuf, assaini, comme s'il avait été reconstruit sur l'emplacement d'un îlot insalubre. Et si la plupart des immeubles étaient les mêmes, il vous donnait l'impression de vous trouver en présence d'un chien empaillé, un chien qui avait été le vôtre et que vous aviez aimé de son vivant. Ce dimanche après-midi, au cours de ma promenade, j'essayais de me rappeler ce qui était écrit sur le carnet noir que je regrettais de n'avoir pas dans ma poche. Des heures de rendez-vous avec Dany, le numéro de téléphone de l'unique hôtel, les noms de ceux que j'y rencontrais, Chastagnier, Duvels, Gérard Marciano, le numéro de téléphone d'Agamuri au pavillon du Maroc de la cité universitaire, de courtes descriptions de différents secteurs de ce quartier que je projetais d'intituler « L'arrière Montparnasse »,
Mais je devais découvrir, 30 ans plus tard, que le titre avait déjà été utilisé par un certain Ozer Warzewski. Un dimanche de fin d'après-midi en octobre, mes pas m'avaient donc entraîné dans cette zone que j'aurais évitée un autre jour de la semaine. Non, il ne s'agissait vraiment pas d'un pèlerinage. Mais les dimanches, surtout en fin d'après-midi, et si vous êtes seul, ouvrent une brèche dans le temps. Il suffit de s'y glisser. Un chien empaillé que vous aviez aimé de son vivant. À l'instant où je passais devant le grand immeuble blanc et beige sale du 11 rue d'Odessa, je marchais sur le trottoir d'en face, celui de droite, j'ai senti une sorte de déclic, ce léger vertige qui vous prend chaque fois justement qu'une brèche s'ouvre dans le temps. Je restais immobile à fixer les façades de l'immeuble qui entourait la petite cour. C'était là que Paul Chastagnier garait toujours sa voiture, alors qu'il occupait une chambre rue du Montparnasse, à l'Unique Hôtel. Un soir, je lui avais demandé pourquoi il ne laissait pas cette voiture devant l'hôtel. Il avait eu un sourire gêné et m'avait répondu en haussant les épaules « Par prudence ». Une Lancia de couleur rouge. Elle risquait d'attirer l'attention. Mais alors, s'il voulait être invisible, quelle drôle d'idée d'avoir choisi une telle marque et une telle couleur. Puis il m'avait expliqué qu'un ami à lui habitait cet immeuble de la rue d'Odessa et qu'il lui prêtait souvent sa voiture. Oui, voilà pourquoi elle était garée là. Par prudence, disait-il. Je m'étais vite rendu compte que cet homme d'une quarantaine d'années, brun, toujours soigné dans des costumes gris et des manteaux bleu marine, n'exerçait pas un métier précis. Je l'entendais téléphoner à l'Unique Hôtel, mais le mur était trop épais pour que je suive la conversation. Seule la voix me parvenait, grave, parfois tranchante, de longs silences. Ce Chastagnier, je l'avais connu à l'Unique Hôtel en même temps que quelques personnes croisées dans le même établissement. Gérard Marciano, Duvels, dont j'ai oublié le prénom. Leurs silhouettes sont devenues floues avec le temps, leurs voix inaudibles. Paul Chastagnier se découpe avec plus de précision à cause des couleurs. Cheveux très noirs, manteau bleu marine, voiture rouge. Je suppose qu'il a fait quelques années de prison comme Duvels, comme Marciano. Il était le plus vieux, il a bien dû mourir depuis. Il se levait tard et il donnait ses rendez-vous plus loin, vers le sud, cet arrière-pays autour de l'ancienne gare de marchandises dont les lieux-dits m'étaient à moi aussi familiers, Falguière, Alray, et même, un peu plus loin, jusqu'à la rue des Favorites. Des cafés déserts où il m'a emmené quelquefois, et où il pensait sans doute que personne ne pourrait le repérer. Je n'ai jamais osé lui demander s'il était interdit de séjour, bien que cette idée m'ait souvent traversé l'esprit. Mais alors pourquoi garait-il la voiture rouge devant ces cafés? N'aurait-il pas été plus prudent pour lui d'y aller à pied, en toute discrétion? Moi, à cette époque, je marchais toujours dans ce quartier que l'on commençait à détruire, le long de terrains vagues, de petits immeubles aux fenêtres murées, de tronçons de rue entre des piles de gravats, comme après un bombardement. Et cette voiture rouge garée là, son odeur de cuir, cette tache vive grâce à laquelle les souvenirs reviennent. Les souvenirs? Non. Ce dimanche soir, je finissais par me persuader que le temps est immobile et que si je glissais vraiment dans la brèche, je retrouverais tout, intact. Et d'abord cette voiture rouge. J'ai décidé de marcher jusqu'à la rue Vandamme. Il y avait là un café où m'avait entraîné Paul Chastagnier et où la conversation avait pris un tour plus personnel. J'avais même senti qu'il était au bord des confidences. Il m'avait proposé, à demi-mot, de travailler pour lui. J'étais resté évasif. Il n'avait pas insisté. J'étais très jeune, mais très méfiant. Par la suite, j'étais retourné dans ce café avec Dany. Ce dimanche, il faisait presque nuit quand je suis arrivé avenue du Maine, et je longeais les grands immeubles neufs sur le côté des numéros pairs. Ils formaient une façade rectiligne. Pas une seule lumière aux fenêtres. Non, je n'avais pas rêvé. La rue Vandamme s'ouvrait sur l'avenue à peu près à cette hauteur, mais ce soir-là, les façades étaient lisses, compactes, sans la moindre échappée. Il fallait bien que je me rende à l'évidence. La rue Vandamme n'existait plus.
J'ai franchi la porte vitrée de l'un de ces immeubles, à l'endroit approximatif où nous nous engagions dans la rue Vandamme. Une lumière au néon, un long et large couloir bordé de parois de verre, derrière lesquelles se succédaient des bureaux. Peut-être un tronçon de la rue Vandamme subsistait-il, encerclé par la masse des immeubles neufs. Cette pensée me causa un rire nerveux. Je continuai à suivre le couloir aux portes vitrées. Je n'en voyais pas la fin et je clignais des yeux à cause du néon. J'ai pensé que ce couloir empruntait tout simplement l'ancien tracé de la rue Vandamme. J'ai fermé les yeux. Le café était au bout de la rue, prolongé par une impasse qui butait sur le mur des ateliers du chemin de fer. Paul Chastagnier garait sa voiture rouge dans l'impasse, devant le mur noir. Un hôtel au-dessus du café, l'hôtel Perceval, à cause d'une rue de ce nom, effacée elle aussi sous les immeubles neufs. J'avais tout noté dans le carnet noir. Vers la fin, Dany ne se sentait plus très à l'aise à l'Unique, comme disait Chastagnier, et elle avait pris une chambre dans cet hôtel Perceval. Désormais, elle voulait éviter les autres sans que je sache lequel en particulier. Chastagnier, Duvels, Gérard Marciano. Plus j'y réfléchis maintenant, plus il me semble qu'elle avait donné des signes d'inquiétude à partir du jour où j'avais remarqué la présence d'un homme dans le hall et derrière le comptoir de la réception. Un homme dont Chastagnier m'avait dit qu'il était le gérant de l'Unique Hôtel et dont le nom figure sur mon carnet, Lagdar, suivi d'un autre nom, Davin, celui-ci entre parenthèses. Je l'avais connue à la cafétéria de la cité universitaire où je venais souvent me réfugier. Elle occupait une chambre au pavillon des États-Unis. Et je me demandais à quel titre, puisqu'elle n'était ni étudiante ni américaine. Elle n'y est pas restée longtemps après que nous avions fait connaissance. À peine une dizaine de jours. J'hésite à écrire en toutes lettres le nom de famille que j'avais noté sur le carnet noir, à notre première rencontre. Dany R., pavillon des États-Unis, 15 boulevard Jourdan. Peut-être le porte-t-elle de nouveau aujourd'hui, après tant d'autres noms. Et je ne veux pas attirer l'attention sur elle, au cas où elle serait encore vivante quelque part. Et pourtant, si elle lisait ce nom imprimé, peut-être se souviendrait-elle de l'avoir porté à une certaine époque, et aurais-je de ses nouvelles? Mais non, je ne me fais pas beaucoup d'illusions là-dessus. Le jour de notre rencontre, j'avais écrit Dany, D-A-N-Y, sur le carnet. Et elle avait rétabli elle-même, avec mon stylo, l'orthographe exacte de son prénom. Dany, D-A-2-N-I-E. Plus tard, j'ai découvert que ce prénom Dany était le titre d'un poème d'un écrivain que j'admirais en ce temps-là et que je voyais quelquefois boulevard Saint-Germain sortir de l'hôtel Taran. Il y a parfois d'étranges coïncidences. Le dimanche soir où elle avait quitté le pavillon des États-Unis, elle m'avait demandé de venir la chercher à la cité universitaire. Elle m'attendait devant l'entrée du pavillon, avec 2 sacs de voyage. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé une chambre dans un hôtel, à Montparnasse. Je lui ai proposé d'y aller à pied. Les 2 sacs ne pesaient pas bien lourd. Nous avons pris l'avenue du Maine. Elle était déserte, comme l'autre soir, un dimanche aussi, à la même heure. C'était un ami marocain de la cité universitaire qui lui avait indiqué l'hôtel, celui qu'elle m'avait présenté à la cafétéria au cours de notre première rencontre, un certain Agamouri. Nous nous sommes assis sur un banc à la hauteur de la rue qui longe le cimetière. Elle a fouillé dans ses 2 sacs de voyage pour vérifier si elle n'avait pas oublié quelque chose. Puis nous avons continué notre chemin. Elle m'expliquait qu'Agamouri avait une chambre dans cet hôtel parce que l'un des propriétaires était marocain. Mais alors pourquoi avait-il habité aussi la cité universitaire? Parce qu'il était étudiant. Il avait d'ailleurs un autre domicile à Paris. Et elle aussi était-elle étudiante? Agamouri l'aiderait à s'inscrire à la faculté de Censier. Et pourtant, un soir, je m'en souviens, je l'ai accompagnée jusqu'à la faculté de Censier par le métro, une ligne directe de Duroc jusqu'à Monge. Il tombait une pluie fine, mais cela ne nous gênait pas.
Agamori lui avait dit qu'il fallait suivre la rue Monge, et nous avions fini par atteindre notre but, une sorte d'esplanade, ou plutôt un terrain vague entouré de maisons basses à moitié détruites. Le sol était en terre battue, et nous devions éviter les flaques d'eau dans la pénombre. Tout au fond, un bâtiment moderne que l'on achevait certainement de construire, puisqu'il portait encore des échafaudages. Agamori nous attendait à l'entrée, et sa silhouette était éclairée par la lumière du hall. Son regard me semblait moins inquiet que d'habitude, comme s'il était rassuré de se tenir là, devant cette faculté de censier, malgré le terrain vague et la pluie. Tous ces détails me reviennent dans le désordre, par saccades, et souvent la lumière se brouille, et cela contraste avec les notes précises qui figurent dans le carnet. Elles me sont utiles, ces notes, pour donner un peu de cohérence aux images qui tressautent, au point que la pellicule du film risque de se casser. Curieusement, d'autres notes concernant des recherches que je faisais à la même époque, au sujet d'événements que je n'avais pas vécus, ils remontent au XIXe et même au XVIIIe siècle, me paraissent plus limpides. Et les noms qui sont mêlés à ces événements lointains, la baronne Blanche, Tristan Corbière, Jeanne Duval, parmi d'autres, et aussi Marie-Anne Leroy, guillotinée le 26 juillet 1794 à l'âge de 21 ans, ont un son plus proche et plus familier à mes oreilles que les noms de mes contemporains. Ce dimanche soir, à notre arrivée à l'unique hôtel, Agamori attendait Danny, assis dans le hall, en compagnie de Duvels et de Gérard Marciano. C'est ce soir-là que j'ai fait la connaissance des deux derniers. Ils ont voulu que nous visitions le jardin derrière l'hôtel, où étaient disposées 2 tables à parasol. « La fenêtre de ta chambre donne de ce côté », a dit Agamori, mais cette précision semblait laisser Danny indifférente. Duvels, Marciano. J'essaie de me concentrer pour leur accorder un semblant de réalité. Je cherche ce qui les ferait revivre, là, sous mes yeux. Et grâce à quoi, après tout ce temps, je sentirais leur présence? Je ne sais pas, moi, un parfum? Duvels affectait toujours un aspect soigné. Moustache blonde, cravate, costume gris, et il sentait une eau de toilette dont j'ai retrouvé le nom, bien des années plus tard, grâce à un flacon oublié dans une chambre d'hôtel. Pinot Sylvestre. Pendant quelques secondes, l'odeur du Pinot Sylvestre m'avait évoqué une silhouette de dos qui descend la rue du Montparnasse, un blond à la démarche assez lourde, Duvels. Puis, plus rien. Comme dans ces rêves dont il ne reste qu'un vague reflet au réveil qui s'efface au cours de la journée. Gérard Marciano, lui, était brun, la peau blanche, d'assez petite taille, le regard toujours fixé sur vous, mais il ne vous voyait pas. J'ai mieux connu Agamori, avec qui j'ai eu plusieurs rendez-vous, le soir, dans un café de la place Monge, après ses cours à Censier. Chaque fois, j'avais l'impression qu'il voulait me confier quelque chose d'important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le rejoindre ici, en tête-à-tête, loin des autres. Ce café était calme quand la nuit tombait en hiver, et nous y étions seuls, à l'abri, au fond de la salle. Un caniche noir appuyait son menton contre la banquette et nous observait en clignant des yeux. Au souvenir de certains instants de ma vie, des vers me remontent à la mémoire, et souvent je cherche le nom de leurs auteurs. Le café de la place Monge, le soir, est associé pour moi au vers suivant: les griffes pointues d'un caniche frappant les dalles de la nuit. Nous marchions jusqu'à Montparnasse. Au cours de ces trajets, Agamori m'avait livré de rares détails le concernant. À la cité universitaire, il venait d'être expulsé de sa chambre du pavillon du Maroc, mais je n'ai jamais su si c'était pour des raisons politiques ou pour un autre motif. Il habitait un petit appartement qu'on lui avait prêté dans le 16e arrondissement, près de la maison de la radio. Mais il préférait sa chambre de l'unique hôtel qu'il avait obtenu grâce au gérant, un ami marocain. Pourquoi garder alors l'appartement du 16e arrondissement? C'est ma femme qui habite là. Oui, je suis marié. Et j'avais senti qu'il ne m'en dirait pas plus. D'ailleurs, il ne répondait jamais aux questions. Les confidences qu'il m'a faites, mais peut-on vraiment parler de confidences?
C'était sur le chemin de la place Monge à Montparnasse, entre de longs silences, comme si la marche l'encourageait à parler. Quelque chose m'intriguait. Était-il vraiment étudiant? Quand je lui avais demandé son âge, il m'avait répondu « 30 ans ». Puis il avait paru regretter de me l'avoir dit. Pouvait-on encore être étudiant à 30 ans? Je n'osais pas lui poser la question de crainte de le blesser. Et Dany? Pourquoi voulait-elle être étudiante, elle aussi? Était-il aussi facile que cela de s'inscrire du jour au lendemain dans cette faculté de Censier? Quand je les observais, elle et lui, à l'unique hôtel, ils n'avaient vraiment pas l'air d'étudiants. Et là-bas, vers Monge, le bâtiment de la faculté, à moitié construit au fond du terrain vague, me semblait brusquement appartenir à une autre ville, un autre pays, une autre vie. Était-ce à cause de Paul Chastagnier, de Duvels, de Marciano, et de ceux que j'apercevais au bureau de la réception de l'unique hôtel? Mais je n'étais jamais à l'aise dans le quartier de Montparnasse. Non, vraiment pas très gai ces rues. Dans mon souvenir, la pluie tombe souvent, alors que d'autres quartiers de Paris, je les vois toujours en été quand j'y rêve. Je crois que Montparnasse s'était éteint depuis la guerre. Plus bas, sur le boulevard, la Coupole et le Select brillaient encore de quelques feux, mais le quartier avait perdu son âme. Le talent et le cœur n'y étaient plus. Un dimanche après-midi, j'étais seul avec Dany, au bas de la rue d'Odessa. La pluie commençait à tomber et nous nous étions réfugiés dans le hall du cinéma Montparnasse. Nous nous étions assis tout au fond de la salle. C'était l'entracte et nous ignorions le titre du film. Ce cinéma immense et délabré m'avait causé le même malaise que les rues du quartier. Il y flottait une odeur d'ozone, comme lorsque vous passez sur une grille de métro. Dans les rangs du public, quelques permissionnaires. Ils prendraient à la tombée de la nuit les trains de Bretagne vers Brest ou Lorient, et des coins dérobés où se cachaient des couples de rencontres qui ne regarderaient pas le film. Pendant la séance, on entendrait leurs plaintes, leurs soupirs et sous eux le grincement de plus en plus fort des sièges. J'ai demandé à Dany si elle comptait rester longtemps encore dans le quartier. Non, pas longtemps. Elle aurait préféré habiter une grande chambre dans le 16e arrondissement. Là-bas, c'était calme et anonyme. Et personne ne pouvait plus vous retrouver. Pourquoi? Tu dois te cacher? Non, pas du tout. Et toi, tu aimes ce quartier? Apparemment, elle avait voulu éviter de répondre à une question embarrassante. Et moi, que pouvais-je lui répondre? Que j'aime ou que je n'aime pas ce quartier n'avait aucune importance. Il me semble aujourd'hui que je vivais une autre vie à l'intérieur de ma vie quotidienne, ou, plus exactement, que cette autre vie était reliée à celle assez terne de tous les jours et lui donnait une phosphorescence et un mystère qu'elle n'avait pas en réalité. Ainsi, les lieux qui vous sont familiers et que vous revisitez en rêve bien des années plus tard prennent-ils un aspect étrange, comme cette morne rue d'Odessa et ce cinéma Montparnasse à l'odeur de métro. Je l'ai raccompagnée ce dimanche-là jusqu'à l'unique hôtel. Elle avait rendez-vous avec Agamori. « Tu connais sa femme ?» lui ai-je demandé. Elle a paru surprise que je sois au courant de son existence. « Non, m'a-t-elle dit. Il ne la voit presque jamais. Ils sont plus ou moins séparés. » Je n'ai aucun mérite à reproduire cette phrase avec exactitude, puisqu'elle figure au bas d'une page de mon carnet après le nom Agamori. Sur la même page, d'autres notes qui n'ont aucun rapport avec ce triste quartier du Montparnasse, Dany, Paul Chastagnier, Agamori, mais se rapportent au poète Tristan Corbière et aussi à Jeanne Duval, la maîtresse de Baudelaire. J'avais découvert leurs adresses puisqu'il est écrit Corbière, 10 rue Frochot, Jeanne Duval, 17 rue Saufroy, vers 1878. Plus loin, des pages entières leur sont consacrées, ce qui tendrait à prouver qu'ils occupaient une place plus importante pour moi que la plupart des vivants que j'ai côtoyés à cette époque. Ce soir-là, je l'ai laissé à l'entrée de l'hôtel. J'ai aperçu Agamori qui l'attendait debout au milieu du hall. Il portait un manteau beige. Cela aussi, je l'avais noté dans mon carnet. Agamori, manteau beige. Sans doute, pour avoir un point de repère plus tard, le plus de petits détails possibles concernant cette courte et trouble période de ma vie. « Tu connais sa femme ?»« Non, il ne la voit presque jamais. Ils sont plus ou moins séparés.
des phrases que vous surprenez quand vous croisez deux personnes en conversation dans la rue. Et vous ne saurez jamais de qui il s'agissait. Ou comme le train traverse trop vite une gare pour que vous lisiez le nom de la ville sur le panneau. Alors, le front collé à la vitre, vous notez quelques détails, le passage d'un fleuve, le clocher d'un village, une vache noire rêvant sous un arbre, à l'écart du troupeau. Vous espérez qu'à la prochaine gare, vous lirez un nom et saurez enfin dans quelle région vous êtes. Je n'ai jamais plus revu aucune des personnes dont les noms figurent sur les pages de ce carnet noir. Leur présence aura été fugitive, et même leurs noms, je risquais de les oublier. De simples rencontres, mais sans que l'on sache si c'est le hasard qui les provoque. Il existe une période de la vie pour cela, un carrefour où vous pouvez encore hésiter entre plusieurs chemins. Le temps des rencontres, comme il était écrit sur la couverture d'un livre que j'avais trouvé sur les quais. Justement, ce même dimanche soir où j'avais laissé Dany avec Agamori, je marchais, je me demande bien pourquoi, le long du quai Saint-Michel. J'ai remonté le boulevard, aussi lugubre que Montparnasse, peut-être parce qu'il n'y avait pas la foule des jours de semaine et que les façades étaient éteintes. Tout là-haut, au débouché de la rue Monsieur-le-Prince, après les marches et la rampe de fer, une grande vitre éclairée, l'arrière d'un café dont la terrasse donnait sur les grilles du jardin du Luxembourg. Toute la salle du café était dans l'obscurité, sauf cette vitre derrière laquelle d'habitude se tenaient jusque très tard dans la nuit des consommateurs devant un zinc en arc de cercle. Cette nuit-là, parmi eux, deux personnes que j'ai reconnues au passage, Agamori, à cause de son manteau beige, debout, et, à côté de lui, Dany, assis sur l'un des tabourets. Je me suis rapproché. J'aurais pu pousser la porte vitrée et les rejoindre, mais la crainte d'être un intrus m'a retenu. À cette époque, n'ai-je pas toujours été en retrait, dans la position du spectateur, je dirais même de celui que l'on appelait le spectateur nocturne, cet écrivain du XVIIIe siècle que j'aimais beaucoup et dont le nom figure à plusieurs reprises, accompagné de notes, sur les pages de mon carnet noir. Paul Chastagnier, lorsque nous étions ensemble, du côté de Falguière ou des Favorites, m'avait dit un jour « C'est bizarre, vous écoutez les gens avec beaucoup d'attention, mais vous êtes ailleurs. » Derrière la vitre, sous la lumière trop vive du néon, la chevelure de Dany n'était plus châtain clair, mais blonde, et sa peau encore plus pâle que d'habitude, laiteuse, avec ses taches de son. Elle était la seule personne assise sur un tabouret. Un groupe de 3 ou 4 autres clients se tenait derrière elle, et Agamori, des verres à la main. Agamori se penchait vers elle et lui parlait à l'oreille. Il l'embrassait dans le cou. Elle riait et buvait une gorgée d'un alcool que j'avais reconnu à sa couleur et qu'elle commandait chaque fois que nous nous trouvions dans un café, du Cointreau. Je me demandais si je lui dirais le lendemain « Je t'ai vu la nuit dernière avec Agamori au café Luxembourg ». J'ignorais encore quels étaient leurs liens exacts. En tout cas, ils n'occupaient pas la même chambre à l'unique hôtel. J'avais essayé de comprendre ce qui unissait ce petit groupe. Apparemment, Gérard Marciano était l'ami d'Agamori depuis longtemps, et celui-ci l'avait présenté à Dany quand tous deux habitaient la cité universitaire. Paul Chastagnier et Marciano se tutoyaient malgré leur différence d'âge, et Duvels de même. Mais ni Chastagnier ni Duvels n'avaient rencontré Dany avant qu'elle habite à l'unique hôtel. Enfin, Agamori entretenait des rapports assez étroits avec le gérant de l'hôtel, le dénommé Lakdar, qui venait un jour sur 2 dans le bureau, derrière le comptoir de la réception. Il était souvent accompagné d'un nommé Davin. Ces deux-là semblaient connaître de longue date Paul Chastagnier, Marciano et Duvels. Tout cela, je l'avais noté dans le carnet noir, un après-midi que j'attendais Dany, un peu comme on fait des mots croisés ou des croquis pour passer le temps. Plus tard, on m'a interrogé à leur sujet. J'avais reçu une convocation d'un certain Langlais. J'ai attendu longtemps dans un bureau d'un immeuble du quai de Gesvres, à 10 heures du matin. Par la fenêtre, je regardais le marché aux fleurs et la façade noire de l'Hôtel-Dieu. Une matinée d'automne ensoleillée sur les quais. Langlais est entré dans le bureau,
un homme châtain, de taille moyenne, qui m'a paru un peu sec, malgré ses gros yeux bleus. Il ne m'a même pas dit bonjour et a commencé à me poser des questions avec une certaine sévérité. Je crois qu'à cause de mon calme, son ton à lui s'est adouci et qu'il a compris que je n'étais pas vraiment impliqué dans tout ça. Je me disais que là, dans son bureau, je me trouvais peut-être à l'emplacement exact où Gérard de Nerval s'était pendu. Si l'on descendait dans les caves de cet immeuble, on découvrirait au fond de l'une d'elles un tronçon de la rue de la Vieille Lanterne. Je n'ai pas pu répondre de manière très précise aux questions de ce Langlais. Il me citait les noms de Paul Chastagnier, Gérard Marciano, Duvels, Agamoury, et voulait que je lui indique quels étaient mes rapports avec eux. À ce moment-là, j'ai compris que non, décidément, il n'aurait pas joué un rôle très important dans ma vie. Des comparses. Je pensais à Nerval et à la rue de la Vieille Lanterne, sur laquelle on avait construit l'immeuble où nous étions. Le savait-il ? J'ai failli le lui demander. Au cours de cet interrogatoire, il a mentionné à plusieurs reprises une certaine Mireille Sampieri, qui aurait fréquenté l'unique hôtel, mais je ne la connaissais pas. « Vous êtes bien sûr de ne l'avoir jamais rencontrée ?» Ce nom ne m'évoquait rien. Il a dû se rendre compte que je ne mentais pas, et il n'a plus insisté. J'ai noté Mireille Sampieri sur mon carnet ce soir-là, et au bas de la même page, j'ai écrit 14 quai de Gesvres, Langlais, Nerval, rue de la Vieille Lanterne. J'étais étonné qu'il n'ait fait aucune allusion à Dany, à croire qu'elle n'avait pas laissé de traces sur leur fichier. Selon l'expression courante, elle était passée entre les mailles du filet et s'était évanouie dans la nature. Tant mieux pour elle. La nuit où je l'avais surprise en compagnie d'Agamoury au zinc du café Luxembourg, je finissais par ne plus distinguer son visage sous la lumière trop forte et trop blanche du néon. Elle n'était plus qu'une tache lumineuse, sans relief, comme sur une photo surexposée, un blanc. Peut-être avait-elle échappé par ce même phénomène aux recherches de ce Langlais, mais je m'étais trompé. Au cours du deuxième interrogatoire qu'il m'avait fait subir la semaine suivante, j'avais découvert qu'il en savait long sur elle. Une nuit qu'elle habitait encore la cité universitaire, je l'avais accompagnée jusqu'à la gare du Luxembourg. Elle ne voulait pas rentrer seule, là-bas au pavillon des États-Unis, et elle m'avait demandé de prendre le métro avec elle. Au moment où nous descendions l'escalier pour rejoindre le quai, la dernière rame venait de partir. Nous pouvions faire le chemin à pied, mais la perspective de suivre l'interminable rue de la Santé et de longer les murs de la prison puis de l'hôpital Sainte-Anne, à cette heure-là, m'a glacé le cœur. Elle m'a entraîné au débouché de la rue Monsieur-le-Prince, et nous nous sommes retrouvés devant le zinc en arc de cercle, aux mêmes places qu'ils occupaient l'autre nuit, elle et Agamoury. Elle était assise sur le tabouret, et moi, debout. Nous étions serrés l'un contre l'autre à cause des nombreux consommateurs qui se pressaient devant le zinc. La lumière était si vive que je clignais des yeux, et nous ne pouvions pas nous parler tant le brouhaha était fort autour de nous. Puis ils sont partis les uns après les autres. Tout au fond, il ne restait plus qu'un client, affalé sur le zinc, et l'on ne savait pas s'il était ivre ou simplement endormi. La lumière était toujours aussi blanche, aussi forte, mais j'avais l'impression que son champ s'était rétréci et qu'un seul projecteur était fixé sur nous. Quand nous sommes sortis à l'air libre, par contraste, tout était plongé dans une obscurité de blackout, et j'étais soulagé comme un papillon qui échappe à l'attraction et à la brûlure de la lampe. Il était environ 2 ou 3 heures du matin. Elle m'a dit que souvent elle manquait le dernier métro à la gare du Luxembourg et que c'était à cause de cela qu'elle avait repéré ce café qu'elle appelait le 66, le seul du quartier ouvert toute la nuit. Quelque temps après avoir été interrogé par ce Langlais, je marchais, très tard, vers le haut du boulevard Saint-Michel, et j'avais vu de loin un panier à salade garé sur le trottoir et cachant la vitre trop éclairée du 66. On y faisait monter les clients. Oui, c'était bien ce que j'avais ressenti devant ce zinc avec Dany. Des papillons éblouis et englués dans la lumière avant une rafle. Je crois même que j'avais prononcé le mot « rafle » à son oreille, et elle avait souri. Il y avait ainsi, à cette époque,
À Paris, la nuit, des points trop lumineux qui servaient de pièges, et je tâchais de les éviter. Quand j'y échouais, au milieu d'étranges consommateurs, j'étais sur le qui-vive, et j'essayais même de repérer les sorties de secours. « Tu te crois à Pigalle ?» m'a-t-elle dit. Et j'étais étonné d'entendre le mot « Pigalle » prononcé dans sa bouche, avec une certaine familiarité. Dehors, nous longions les grilles du jardin du Luxembourg. J'ai répété le mot « Pigalle » et j'ai éclaté de rire. Elle aussi. Tout était silencieux autour de nous. À travers les grilles nous parvenait le bruissement des arbres. La gare du Luxembourg était fermée et il faudrait attendre jusqu'à 6 heures pour prendre le premier métro. Là-bas, on avait éteint la lumière du 66. Nous pouvions rentrer à pied et j'étais prêt à affronter avec elle la longue et sinistre rue de la Santé. Sur le chemin, nous cherchions un raccourci et nous nous sommes égarés dans les petites rues autour du Val-de-Grâce. Le silence était encore plus profond et nous entendions le bruit de nos pas. Je me suis demandé si nous n'étions pas loin de Paris, dans une ville de province, Angers, Vendôme, Saumur, ces noms de villes que je ne connaissais pas et dont les rues calmes ressemblaient à la rue du Val-de-Grâce, au bout de laquelle une grande grille protégeait un jardin. Elle m'avait pris le bras. De loin, une lumière beaucoup moins forte que celle du 66 au rez-de-chaussée d'un immeuble. Un hôtel. La porte vitrée était ouverte, et la lumière venait du couloir au milieu duquel un chien dormait, le menton appuyé contre le dallage. Tout au fond, derrière le bureau de la réception, le veilleur de nuit, un homme chauve, feuilletait un magazine. Là, sur le trottoir, je ne me sentais plus le courage de longer encore le mur de la prison et de l'hôpital, et de suivre cette rue de la Santé dont, la nuit, on ne voyait pas la fin. Je ne sais pas qui de nous deux a entraîné l'autre. Dans le couloir, nous avons enjambé le chien sans le réveiller. La chambre 5 était libre. Je me souviens de ce chiffre 5, moi qui ai toujours oublié le numéro des chambres d'hôtel, la couleur de leurs murs, de leurs meubles et de leurs rideaux, comme s'il était préférable que ma vie de cette époque-là s'efface au fur et à mesure. Pourtant, les murs de la chambre 5 me sont restés en mémoire. Les rideaux aussi. Du papier peint à motif bleu pâle, et ce genre de rideau noir dont j'ai appris plus tard qu'il datait de la guerre et ne laissait filtrer aucune lumière à l'extérieur, selon les consignes de ce qu'on appelait la défense passive. Plus tard, dans la nuit, j'ai senti qu'elle voulait me confier quelque chose, mais qu'elle hésitait. Pourquoi la cité universitaire, le pavillon des États-Unis, alors qu'elle n'était ni étudiante ni américaine? Mais après tout, les vraies rencontres sont celles de deux personnes qui ne savent rien l'une de l'autre, même la nuit, dans une chambre d'hôtel. Tout à l'heure, ils étaient un peu bizarres, lui ai-je dit, les clients du 66. Heureusement qu'il n'y a pas eu une rafle. Oui, ces gens autour de nous qui parlaient trop fort sous cette lumière blanche. Pourquoi avait-il échoué à cette heure tardive dans le provincial quartier latin? « Tu te poses trop de questions », m'a-t-elle dit à voix basse. Une horloge sonnait les quarts d'heure. Le chien a aboyé. De nouveau, j'avais l'impression d'être très loin de Paris. Il m'a même semblé entendre, juste avant que le jour se lève, un bruit de sabots qui s'éloignait. Saumur? Bien des années plus tard, un après-midi que je marchais dans les parages du Val-de-Grâce, j'ai essayé de retrouver cet hôtel. Je n'avais noté ni le nom ni l'adresse sur le carnet noir, comme on évite d'écrire les détails trop intimes de notre vie, de crainte qu'une fois fixés sur le papier, ils ne nous appartiennent plus. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.